Oui, mais enfin, pourquoi Michel, Monsieur Butel, vous ne réagissez pas à ce que je dis, puisque l'idée de la bête sauvage est de vous, là, je fais que la répéter. Mal. Puis Michel nous a parlé merveilleusement tout à l'heure dans le film d'Anna. Merveilleusement, oui. Ah oui, oui. Non, c'est joli de dire soyons multiples, soyons plusieurs, soyons un vol d'oiseaux. Non, mais concrètement, on fait quoi? Les oiseaux, il y en a un désigné pour voler en tête. Il y a un chef. Un chef, peut-être pas, François, mais un meneur. Non, mais ta gueule, toi. Non, il va arrêter avec sa soupe, là, lui. Non, mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe. Hein. Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein. Anna, t'es une fille sublime, mais une réalisatrice de merde. Ça me déchire le cœur, hein, de dire ça. Mais faut bien que tu l'entendes. François, qu'est-ce que t'as? Ça va bien, hein, maintenant, là. Le charme, l'intelligence, le talent, tes relations à la con. Non, mais ça veut rien dire, on vient de le voir, là, en pleine gueule, sur l'écran. En tout cas, ton micro, on l'a bien vu. Hein. Ça, la bonnette à poil en plein dans le champ. Parce que ça, il y avait plus de poils sur l'écran que sur ton crâne. Hein. Oh bah alors ça, c'est complètement idiot. Alors là, ça va mal finir, hein. Tu vas t'en prendre une, toi, hein. Tu vas la fermer, ta gueule, ouais. François. Non, mais, ouais, quoi? Le type, là, qui parle de la pauvreté et qui roule en Peugeot 406, qui nourrirait à elle seule pendant 365 jours tout un village africain? Non, mais merci. Et vous voulez pas parler parce que vous faites de la poésie, hein, de l'art. Mais vos potacheries d'histoire d'oiseaux, mais on s'en fout. Pendant ce temps, hein, eh ben, il y a les heures de pointe, et puis le tiers-monde est écrasé, les pauvres sont de plus en plus nombreux. Alors tes merveilleuses métaphores sur les oiseaux, ben, c'est de la merde. Tony, Ouais. t'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah, nom de Dieu de bordel de merde. Oh, tu m'en dingue. Je m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, Prost. Oh, ton cul. C'est mon génie. Non mais tu pourrais dire un mot. On a bossé, on a droit à un point de vue, on n'est pas des chiens quand même. T'es assis à côté de moi, je t'entends même pas respirer. Ça va, ça commence à bien faire, hein. Je t'emmerde. Tu veux que je te dise, c'est nul, c'est de la merde, je t'emmerde, voilà, c'est nul. C'est nul! Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission Nécrophile de Canal B, une émission un peu spéciale cette semaine parce que d'une part c'est moi qui la présente et pas l'autre petit nabo situé à ma droite, et d'autant plus spéciale que ce coup-ci on a deux invités. C'est une émission qui aurait dû avoir lieu en direct et en public à Béton, au Festival du film de l'Ouest, aka Courant Béton. Si je m'étais pas un peu désisté au dernier moment pour me rappeler que en fait j'étais pas du tout là à ce moment-là, que j'étais parti à Venise, mais voilà, désolé à Antoine qui est en face de moi, le président du Festival de films de l'Ouest, qui est donc un de nos invités aujourd'hui. Bonsoir, bonjour Antoine. Vous êtes pardonné. Alors je suis co-directeur, sinon je vais me faire engueuler, hein. Je suis plus président de cette association. Quelqu'un d'autre a pris le pouvoir. Donc en fait on va faire une émission en ta compagnie sur un thème un peu large, hein, qui serait le court-métrage en France, en région, un peu les tares du court-métrage, parce que tu nous avais un petit peu lancé une invitation, et en connaissance de cause j'imagine, parce que tu nous savais peut-être un petit peu critique en général envers la production de court-métrage, une production que souvent nous on peut considérer comme un petit peu formatée, un peu scolaire, un peu vraiment très institutionnalisé, quelque chose comme ça. Et donc tu nous avais invité pour qu'on parle de tout ça. Alors on a aussi sous ton conseil invité Léo Dazin, qui est réalisateur, qui est aussi président d'Equinox Film, donc une association destinée à produire des courts-métrages, dont les tiens. Et vous êtes tous les deux d'ailleurs membres de Rapace, qui est une association qui fédère un petit peu toutes les associations de création de films en Bretagne. Alors c'est ça ? Plutôt un collectif, c'est pas une association à part entière, mais ça réunit en fait toutes les associations de production de Bretagne qui sont volontaires et qui ont envie de participer
participer en fait. Et donc c'est le réseau des associations de production audiovisuelle et le cinéma émergent. Et donc on en fait partie avec Léo effectivement. Bonjour Léo. Bonjour à tous. J'ai un autre invité, Étienne Cadoret, qui est passé de l'autoproduction associative avec... C'est dommage qu'on se voit pas à la télé parce que j'ai pris une pause. J'ai mis une caméra, t'inquiète pas. Réalisateur d'une autoproduction, du coup un peu associative, je me rappelle même plus si on avait fondé une associative pour ton premier film qui était donc Eczéma. Ouais, il y avait une asso derrière, je crois. Ouais. Et qui est passé après, suite au succès d'Eczéma international, à la production sérieuse, professionnelle. D'adultes pour son deuxième court-métrage, ton deuxième film, Drumming Bones, qui n'avait pas été sélectionné au Festival du film de l'Ouest. Et ni le premier d'ailleurs, parce que tu nous l'avais envoyé, le premier Eczéma. Oui, j'ai jamais eu de réponse pour Eczéma. Je l'ai envoyé de mes petites mains dans, je sais pas, une cinquantaine au moins de festivals, peut-être plus. Et je n'ai jamais eu aucune réponse, même pas une lettre de refus en fait. C'est resté, voilà. Alors pour le deuxième, je me dis que peut-être qu'ils m'ont caché les lettres de refus, ou peut-être qu'ils n'ont pas reçu non plus. Les festivals prennent peut-être pas le temps d'envoyer une lettre à tous les films qui refusent. Le Drumming Bones, lui, a été pris dans un festival, quand même. À Brest, le festival du film de Brest. Aïe aïe aïe. Voilà, c'était le 14 novembre, juste après les célèbres attentats. Et donc j'en veux toujours énormément en fait à ces foutus terroristes, parce que je suis sûr que s'ils n'avaient pas foutu leur merde le 13 novembre, il y aurait eu beaucoup plus de monde à voir mon film. Et on aurait été dans une autre ambiance aussi. Évidemment. Évidemment. Donc moi je vous ai réunis tous les trois autour de cette table pour qu'on parle un petit peu du court-métrage et tout. Juste, moi je me présente, je suis Antonin, et puis moi je fais que de critiquer les films, donc je suis en haut de ma tour d'ivoire et tout va bien. Tu as joué dans un court-métrage. Je suis tout à fait à l'aise. Tu as déjà assisté à un tournage de film. Et j'ai aussi réalisé le making-of d'Eczéma, vous pouvez le voir sur Vimeo, c'est hyper bien. Oui, c'est vrai, tiens, il y a très très bien. Moi, pour parler un petit peu, juste pour lancer un petit peu la discussion, juste parler de mon rapport au court-métrage, que j'étais un petit peu à la fois très très content de cette invitation, Antoine, et puis c'est un sujet qui m'intéresse, mais là où je suis mal à l'aise, c'est que c'est vrai que j'ai un peu arrêté de voir des courts-métrages. Après, là, je rentre dans ma vie privée, mais c'est vrai que depuis que j'ai un enfant, j'ai un peu de mal à trouver le temps d'être curieux, et j'ai beaucoup trop souffert justement dans différents festivals de courts-métrages, notamment celui de Brest, notamment court-métrage, notamment même les festivals de cinéma classique qui ont tous en général des sélections des programmations de courts-métrages. En général, je souffre énormément devant ça. Ça me met en colère beaucoup. On a vécu une époque aussi, nous, assez lointaine maintenant, où il y avait un court-métrage avant le long-métrage. Je me rappelle encore au Gaumont, avant de voir un long-métrage. Quel âge, toi ? Avant de voir un long-métrage, il y avait un court-métrage. J'ai vécu un peu ça. Peut-être dans le Morbihan, mais... Mais non, mais à Rennes, au Gaumont, à Rennes, sur les quais, à République, là, je me rappelle très bien de voir des courts-métrages avant le long-métrage. Un truc court, un truc qui dure moins de 10 minutes quand même, mais qui remplaçait un peu les pubs. Il y avait moins de pubs aussi, en fait. En tout cas, nous, même dans le cadre du cinéma est mort, il fut un temps, et c'est pareil, c'était il y a 10 ans, où on couvrait le festival court-métrage, et ça se passait en général pas très bien, parce qu'on n'arrivait pas à trouver des films qui nous plaisaient, et on avait malgré tout des invités réalisateurs à cette table, et à qui on pouvait pas trop cacher que leur film ne nous plaisait pas, et ni aux programmateurs. Alors après, court-métrage, on n'y remet plus trop les pieds, même si on s'entend très bien avec les gens, et que peut-être que ça a changé, peut-être que les films sont très bien, j'en sais rien, je n'y vais plus, mais en tout cas, c'est toujours un truc, je me rappelle de cette réflexion qu'on se faisait, Étienne et moi, quand tu vois ce qu'ils gardent, qu'est-ce qu'ils peuvent jeter, quoi, parce que là, en général, on avait le droit à des... Alors, on va revenir un peu là-dessus, mais... On a quand même vu une ou deux belles choses. Je me rappelle très bien, au début de court-métrage, on avait rencontré un ou deux réalisateurs dont non seulement on aimait bien les films, et en plus on aimait bien les personnes, donc on avait pu créer un ou deux contacts comme ça, et puis garder les... Mais c'est, comme tu le dis, évidemment, voilà, on est d'accord avec ça. On s'était dit cette chose-là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de jeter, parce que là ce qu'on vient de voir c'est quand même assez déplorable, et il y a une espèce de malaise en plus qui se crée, et on a arrêté de faire des émissions de promotion d'ailleurs à cause de court-métrage. Merci court-métrage. Alors je vais te poser la question directement, toi Antoine, qu'est-ce que tu jettes du coup ? Parce que tu es aussi dans le comité de sélection. Vous êtes combien d'ailleurs dans le comité de sélection ? On est 8 avec moi. Parce que nous, c'est ce qu'on s'était dit aussi au moment de court-métrage, c'est que le fait d'avoir une sorte de comité de sélection collégial, est-ce que ça favorise pas une sorte de consensus mou des fois ?
Je sais que c'était quelque chose qu'on évoquait avant de qu'on mette, je sais pas, du coup une accusation ou je sais pas quoi, mais on s'était dit, mais en fait, ouais, à force d'avoir plusieurs personnes dans une sorte de comité de sélection, t'arrives à une sorte de dénominateur commun. Des fois, il y avait cette chose. Ouais. Bah nous, ce qu'on essaye de faire, mais c'est un comité qui a beaucoup évolué depuis le tout début du festival. Mais de toute façon, on voit bien qu'il faut s'entourer de personnes avec qui on a quand même une vision des choses assez, je dirais pas similaire non plus, mais en tout cas qu'on s'accorde sur notre manière de voir le cinéma et de voir les films, pour justement arriver à quelque chose qui est cohérent. Et pas arriver à des... parce que moi, le constat que vous faites en festival, je pense qu'on fait le même avec Léo aussi. Enfin, nous, on a l'habitude d'aller sur les festivals un peu de cinéma. Alors moi, je suis très festival de cinéma branché un peu sur ce qui se fait en Bretagne, puisque c'est un peu la spécialité, je tourne un peu autour de ça. Mais le constat, de toute façon, il est un peu identique, quoi. On se retrouve confronté, effectivement, à des films qui sont pas super intéressants toujours. Des fois, il y a des petites pépites. Mais c'est vrai que c'est compliqué, donc oui, forcément, si on veut aller vers quelque chose de plus exigeant, on va dire, t'es obligé de t'entourer à un moment donné de personnes qui vont un peu dans le même sens. Et sinon, oui, t'arrives à quelque chose de fadasse et qui n'a pas beaucoup de sens, quoi. Donc c'est un travail qu'on essaye de faire, tant bien que mal, parce qu'on est aussi confronté, parce que alors nous, tu vois, tu prends un festival comme Court-Métrange ou Brest, le nombre de films qu'ils reçoivent, ça se compte en milliers de films. Ah bah aujourd'hui, mais à l'époque, par exemple, au début de Court-Métrange, c'était pas du tout le cas. Enfin, ils recevaient, les premières années de Court-Métrange, celles que nous, justement, on a couvertes. Ouais. C'était pas le cas. Enfin, c'était un nombre de films, je pense, similaire à ce que. Enfin, je sais pas combien vous recevez de films, vous. Nous, c'est qu'on est, comment dire, nous, on a, comment dire, un critère de sélection qui est. Enfin, c'est les films qui sont tournés en Bretagne ou par des Bretons en dehors du territoire, donc ça limite quand même un petit peu le champ. On n'est pas sur un catalogue de films européens ou de films à travers le monde entier. On est vraiment sur les films tournés en Bretagne, mais ça a évolué quand même d'une année sur l'autre. Mais au tout début, on recevait 50 films, fallait faire avec. Putain, 50 films et j'étais pas pris, quoi. non, toi, quand tu es arrivé, il y avait un petit peu plus de films. Il y avait 400 ou 500 quand même. Ouais, putain, rien du tout. Ouais. Mais non, là aujourd'hui, on est à peu près sur. Non, mais j'arrête cette émission. J'ai rien à faire ici. Pour être honnête, à un moment. Non, mais c'est le réalisateur qui doit se remettre en question, pas forcément le programmateur aussi. À un moment donné, faut être honnête. Moi, je suis d'accord avec toi. Voilà, on est d'accord. Non, on en reçoit quand même beaucoup plus aujourd'hui, mais on est poussé aussi à aller chercher des choses. C'est pas de se contenter d'un appel à film, mais c'est d'aller effectivement chercher des choses. Léo, par exemple, qui a été dans le comité de sélection, qui était branché clip, par exemple. Moi, je suis pas branché clip. Léo faisait des recherches pour arriver avec un contenu, et ce qui a permis de mettre en place des sélections spécifiques un peu là-dessus, quoi. Mais donc il y a effectivement ce qu'on reçoit, et des fois on a des belles surprises quand même. Il y a des bonnes choses, faut pas non plus tout balancer. Mais ensuite, effectivement, on recherche quand même, parce qu'on sait très bien que c'est suffisant. Moi, c'est vrai qu'on avait à un moment, et c'était à l'époque lointaine, du coup, je fréquentais ça. Je m'étais amusé, et je suis pas retombé sur mes notes, mais à essayer de faire une sorte de taxinomie des différents péchés originaux du court métrage, quoi. De ceux qui me reviennent en tête, effectivement, il y a le film à chute, quoi, qui vraiment est un peu passé de mode. C'est un peu passé de mode, cette chose-là, mais vraiment, c'est un truc qui était vraiment super saoulant et qui se faisait toujours quand tu émettais une critique, genre, mais tu sais, un court métrage, c'est difficile de raconter une histoire, tout ça, de poser des trucs, donc t'es obligé de la clore. Tu dis, mais pourquoi? C'est soit la film à chute, soit la fin ouverte avec le personnage qui s'en va en marchant. Ouais, mais moi, à la limite, le film à chute, je trouvais ça encore plus énervant, mais ça, c'était enfin, qu'est-ce que tu, et vous deux d'ailleurs, qu'est-ce que vous repéreriez dans les différents courts-métrages que vous voyez comme symptômes, comme écueils de trucs qui sont propres à la production de courts-métrages depuis le temps que vous faites ce métier? Fondamentalement, c'est à peu près la même chose que ce que vous reprochez assez systématiquement au cinéma d'auteur français. Moi, je vois assez peu de nuances entre les deux. C'est-à-dire que bien souvent, dans le court-métrage produit en France, moi j'ai plus l'impression d'avoir affaire à des produits culturels à caractère civique qu'à des films. C'est-à-dire qu'à des choses qui m'emmènent un peu plus loin que mon habitude d'écouter France Inter, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'écueil principal. Et après, on a j'ai très peu la sensation, dans la plupart des films que j'ai vus, donc je parle vraiment d'une énorme majorité, c'est-à-dire 80 à 90% des films que j'ai pu voir, sachant que j'ai à peu près tout vu de ce qui se faisait en Bretagne ces 5, 6, 7 dernières années.
j'ai peu eu la sensation de me retrouver en face de films réalisés par des réalisateurs, avec simplement une notion d'envie d'image. C'est aussi bête que ça. Et quand je dis image, c'est vraiment c'est visuel. Je m'intéresse même pas au dialogue, au scénario, voilà. Et après, si on décline dans le scénario, on arrive à des choses extrêmement classique. Il y a 60 ans, on appelait ça le cinéma de papa, c'est-à-dire un récit linéaire, une exposition de personnages, un conflit, un dénouement, et voilà quoi. Et moi, ça m'a... tu parlais de colère, c'est un des sentiments qui m'a traversé. Moi, je suis arrivé dans le cinéma vraiment par un concours de circonstances. Par un concours de circonstances, j'ai étudié le cinéma. J'ai appris à l'aimer en regardant des trucs de absolument partout dans le monde. Donc là, je parle uniquement du long métrage. Et j'ai été fasciné par ce que j'apprenais, en fait. C'est-à-dire plein de conceptions du monde différentes, parfois même que je ne comprenais pas. Et je trouvais ça parfait, en fait, comme approche. Et j'ai été vraiment enthousiasmé par ça. Et pendant tout le temps de mes études, j'ai étudié pendant 5 ans, grosso modo, j'ai jamais vu de court-métrage, quoi. Et j'avais toujours cette ritournelle de la part de différentes personnes qui me racontaient que tu verras, le court-métrage, c'est vraiment le lieu des possibles, le lieu des expressions, le lieu des élans, etc. Et du coup, moi, je me suis un peu monté le bourrichon, en me disant, mais en fait, le court-métrage, ça doit être le paradis. Et après mes études, je me suis mis à travailler notamment en diffusion de courts-métrages, et ça a été la stupeur, la colère, le dégoût. En fait, j'ai même tellement consommé de courts-métrages qu'à un moment donné, j'en suis arrivé à une forme de déprime artistique où je ne voulais plus avoir aucun rapport avec une expression artistique quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que ce soit littérature, peinture, musique, j'en avais plus rien à carrer tellement j'ai été estomaqué par ce que j'avais vu, quoi. Et voilà. Mais je me retrouve tout à fait dans ce que tu dis, mais surtout sur cette question où qui est peut-être une idée reçue d'ailleurs, mais comme quoi le court-métrage, ouais, c'est peut-être moi je l'associe tout de suite à un terrain d'expérimentation en fait, quoi. Et peut-être que des gens pensent différemment, mais pour moi ça devrait presque être ça, quoi. On se dit voilà, on forcément structurellement, industriellement parlant, malheureusement, c'est ça. Le court-métrage, c'est une voie d'entrée pour faire du long. Enfin, évidemment, on peut remettre ça en question. Il y a des tas d'auteurs qui l'ont fait, mais ils sont pas nombreux. Des gens qui ont navigué du long au court. Dans l'histoire du cinéma, ça existe, surtout en France, mais pas beaucoup ailleurs qu'en France. Mais c'est vrai qu'on se dit, le court-métrage, ça devrait être une sorte de territoire où l'envie de cinéma s'exprime fortement. Et c'est là où j'ai le sentiment, moi, de l'avoir moins vu. En tout cas, je ne me rappelle pas avoir vu ça dans des films contemporains, en tout cas, d'avoir d'un coup un désir, quoi. Ou peut-être qu'ils ne sont pas sélectionnés dans les festivals auxquels on a participé aussi. C'est-à-dire que tu t'as peut-être plutôt en tête du cinéma quasi expérimental, pas forcément aussi radical que l'expérimental, mais en tout cas, voilà, un court-métrage qui exprimerait en effet une forme extrêmement personnelle, une façon de raconter les choses qui soit en effet originale. Aujourd'hui, enfin, vous me dites si je me trompe parce que vous en voyez beaucoup et vous êtes programmateur, mais est-ce que ça rentre pas justement dans une case entre guillemets justement expérimentale et donc du coup peut-être dans des festivals qui n'ont aucune portée, aucun public même, parce que des festivals de court-métrage, il y en a des centaines en France, centaines constamment. Toutes les semaines, on peut avoir un festival de court-métrage quelque part en France, c'est évident. Et là-dedans, il y a peut-être en effet des choses en fait intéressantes, mais qui ne sont pas proposées au festival, qui ont le plus grand public en fait. Il y a une responsabilité des programmateurs aussi. Moi, qui est évidente, je pense. Mais ouais, mais il y a une situation un peu de confort pour beaucoup de programmateurs parce que financement derrière et qu'il faut pas trop choquer la ménagère, qu'il faut pas trop choquer le public, faut pas trop le perturber, faut aller sur des choses un peu conventionnelles, classiques. Mais c'est un cercle vicieux parce que les producteurs ont le même souci et les réalisateurs vont faire des films qui vont dans le sens du programmateur qui pour être sélectionné dans les festivals. Et puis on vise. C'est vrai que quand on est producteur, on vise aussi une diffusion télé, par exemple, même si c'est la nuit sur Arte ou sur France 2, on vise une diffusion de ce genre pour rentrer, en tout cas, il n'est même pas question de gagner de l'argent, il est question de rentrer dans son budget, en fait. Ça se limite à ça, la production de court-métrage, un petit peu. Enfin, en tout cas, l'espoir
en tant que producteur. Ouais, mais de ne pas perdre d'argent. Tout à fait. Mais on a été confronté à ça avec ton Gargantua Léo par rapport à TVR. On avait déposé un dossier de subvention pour TVR. Et c'était compliqué parce que les retours étaient pas... Les retours des premières... Ça a été long avec TVR, enfin tu t'en souviens, mais ça a été très très long avant d'obtenir une aide, mais c'est parce qu'on a insisté. Mais oui, ils voulaient pas prendre le risque, en tout cas en lisant le scénario, de se dire bah non, on va pas diffuser ça. On peut pas diffuser ça en fait. En tout cas pas une heure, pas à n'importe quelle heure. Et en fait, eux veulent être sur quelque chose de très stable, pas prendre trop de risques. Après, c'est le même souci que pour un long métrage. Un long métrage en France aura les mêmes problématiques en fait. Ah ouais. Et c'est ce que tu disais déjà, Léo, tout à l'heure, mais ce qui me paraît... Moi, je sais que j'ai une colère sur le court-métrage, effectivement, pour ces raisons-là, où tu dis le court-métrage, ça devrait être le terrain où, effectivement, s'exprime une jeunesse et que d'un coup, il devrait exprimer quelque chose propre à leur personnalité, à leur âge, à leur génération, je sais pas quoi, dans un outil qui serait le court-métrage. Mais effectivement, tout ce que je voyais me mettait en colère, mais effectivement, comme tu le disais, c'est une colère que je ressens aussi en voyant les premiers films qui sortent en France, des premiers long métrage quoi, et j'y repère à peu près les mêmes tares. Effectivement, il y aura pas le long métrage à chute, ça n'existe pas. Enfin, il y a pas le film français à twist, ça n'existe pas. Mais par contre, on y ressent cette même mainmise du film à sujet quoi. En fait, où il faut, on a un sujet à traiter. Si je prends l'exemple de Petit Paysan, qui est un premier long métrage. J'ai oublié le nom du réalisateur, mais qui est donc la vie d'un jeune agriculteur, jeune paysan qui élève des vaches. On sent qu'il y a une volonté de cerner tout le sujet, et on sent que le scénario n'est véhiculé que tout le déclenchement des scènes, l'enchaînement des scènes n'est qu'une illustration des différentes facettes de ce que peut être la difficulté de faire partie de cette corporation de métier. Et il y a presque, même dans les efforts de vouloir faire cinéma, je pense à une scène en particulier qui serait presque à la lisière du fantastique, un fantastique un peu Cronenbergien, comme si la case supplémentaire qui serait cochée depuis 2-3 ans, c'est genre il faut qu'on quitte un peu le naturalisme, le socio-naturalisme français pour arriver vers un truc qui serait plus le genre. Donc il faut cocher absolument cette case-là. Mais dans tous les cas, on arrive à une sorte de programme, de film qui ne fait que réaliser son scénario, mais sans que la mise en scène ou l'acte de cinéma propre en fait ait une quelconque importance quoi. Moi, c'est le sentiment que j'ai devant Petit Paysan, devant Les Combattants, devant Grave, qui pourrait paraître très différent, mais qui est finalement parce qu'un film d'horreur dérangeant et qui a dérangé peut-être pas mal de monde, mais moi, en connaissant bien le film d'horreur, je vois Grave, je suis pas dérangé, je vois juste des petites cases cochées les unes après les autres. Et c'est le cas de beaucoup de premiers films, vraiment. Il y a ce truc-là qui gangrène un peu la production partout. Mais pardon, je le coupe encore avant de te laisser répondre. Et je saute peut-être une case quand on avait prévu d'aborder, mais... J'ai rien prévu. Très bien, parfait. Parce qu'on parle de programmation de festival, on parle de courts-métrages produits et de longs-métrages produits aussi d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est depuis très longtemps le cas, et ça l'est encore plus aujourd'hui, mais le court-métrage aujourd'hui s'est ouvert aux réalisations en iPhone par exemple, ou des choses de ce genre. Il y a des festivals qui proposent beaucoup de programmation, les films iPhone, tout ça machin, où là pour le coup on est dégagé complètement de ces contraintes des producteurs et des distributeurs et des programmateurs et n'importe quoi, où là pour le coup on a une possibilité quand même si c'était déjà le cas de toute façon il y a 20 ans avec les caméras H8 ou n'importe quoi, mais aujourd'hui peut-être encore de façon plus évidente, de proposer en effet des films qui se libéreraient complètement de ces interdictions entre guillemets des hautes autorités, des grandes conventions. Et il y a une vraie liberté qui est en théorie là aujourd'hui complètement possible. T'as une liberté technique théorique. Mais une liberté que moi je le sais pour travailler rapidement un peu avec des lycéens. Ils ne prennent jamais cette liberté, par exemple, qui leur est offerte dans l'écriture, dans la communication, dans l'expression. Ils ne prennent pas cette liberté, et j'ai l'impression que c'est aussi le cas avec le peu de choses que j'ai vues justement sur YouTube, par exemple, de courts-métrages faits justement dans cette liberté n'est pas prise, absolument pas. Non, pas du tout. Et
c'est même en fait tous ces films qui sont faits là en iPhone, c'est surtout dans le résultat où on se rend compte du coup que cette liberté n'est pas prise. Mais moi ça m'évoque en fait comme s'il y avait un retour en arrière un peu constant, c'est-à-dire que initialement le court-métrage c'était une économie autoproduite, il n'y avait pas d'économie autoproduite, puis on a institutionnalisé le court-métrage, puis les grands festivals de cinéma ont commencé à refuser les autoproductions, ne même pas les regarder simplement parce que sinon ça faisait trop, puis maintenant ils commencent à réouvrir le court-métrage, et encore sous certaines conditions, parce qu'il faut savoir que grosso modo dans les grands festivals, si vous n'êtes pas un minimum recommandé, si vous ne connaissez pas un minimum telle ou telle personne, vous avez beaucoup moins de chances de passer aussi. Et du coup il y a des sortes de ghettos qui sont créés dans de très nombreux festivals qu'on va appeler festival sélection iPhone ou sélection amateur ou ce genre de choses. Et c'est comme s'il y avait, on ne pouvait pas prendre en considération que un film est un film, quels que soient ses moyens techniques. Et ce qui est incroyable là-dedans, c'est que à peu près toute l'histoire du cinéma démontre à n'importe qui le contraire. Et c'est comme s'il y avait une amnésie, un refus de voir, un refus de se rappeler. Mais comme si on pose la question à la plupart des faiseurs de films produits, quels sont vos films préférés? Ils en citent 10, grosso modo. Dans les 10 qui sont donnés, il y en a 5, à peu près tout le monde est d'accord pour dire que c'est des bons films. Et c'est comme si on avait une amnésie entre ce que nous aimons voir et ce que nous faisons. Il y a un hiatus incroyable. Je voulais revenir là-dessus, moi, à un moment dans l'émission. Ce à quoi je me suis confronté quand j'ai réalisé du coup Dorming Bones, qui était un film produit avec des professionnels. Et même si j'avais autour de moi évidemment des professionnels, j'avais beaucoup de techniciens qui étaient très compétents, j'étais entouré de gens qui avaient vraiment une envie de bien faire, qui étaient motivés, mais régulièrement quand même je me retrouvais aussi confronté à des gens en fait qui finalement, même s'ils travaillent dans le métier finalement même depuis des années, 10 ans, 15 ans, même plus parfois, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais vu de film en fait. Tout ce dont je pouvais leur parler, ils avaient jamais vu en fait les films dont je leur parlais. Et je me suis dit mais ça va être problématique quand même quoi. Et du coup moi faut que je m'adapte à ça aussi, j'ai envie de faire ce film. Après c'est peut-être parce que c'est aussi c'était ta façon de t'exprimer par référence cinématographique quoi. Il a fallu moi par exemple il y a un truc qui m'a marqué, c'est quand j'ai constitué mon dossier de présentation du projet justement. On m'avait demandé plusieurs feuilles avec des références visuelles. Et moi, mes références visuelles étaient essentiellement cinématographiques, évidemment, alors qui venaient d'un peu partout. J'avais 2-3 photos de photographes que j'aimais bien, mais c'est vrai que mes références visuelles étaient cinématographiques. Et on m'a dit non. Pour l'envoyer au dossier de subvention au CNC ou ailleurs, il faut que tu trouves autre chose. Les films, non, ça passe pas. Il faut que tu nous trouves des peintures, il faut que tu trouves des photos, mais pas les films, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Mais ça venait pas de mes producteurs, ça venait pas de mon équipe, ça venait voilà, c'est ça qu'on recommande pour avoir une subvention au CNC ou sur des chaînes ou n'importe quoi. Il faut pas les films parce que les gens connaissent pas les films. Grosso modo, c'était ça qu'on m'a fait comprendre. Et ça évolue d'ailleurs, hein, ça évolue complètement. Mais c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, c'est plus tout à fait les mêmes personnes qui sont aux commissions, enfin tout ça tourne. Mais pour arriver grosso modo à la même chose. Parce que moi, c'est pareil, hein, ça fait plusieurs dossiers de production maintenant que je monte en dehors de mes activités associatives. Et effectivement, ça m'est arrivé souvent que des producteurs me retirent des noms de gens à qui je tenais, moi, dans mon parcours. Parce qu'il était sûr que la personne ne connaîtrait pas, quoi. Moi, mon parcours, il s'est beaucoup fait, notamment sur le cinéma polonais. Et je suis un tout petit spécialiste de ce truc-là. Et du coup, j'avais beaucoup de références, beaucoup de littérature polonaise à donner, des choses comme ça, quoi. Et non, Motus, ça, t'en parles pas. C'est ce qui est terrifiant. Enfin, moi, je trouve ça terrifiant, plus que scandaleux d'ailleurs. Mais parce que ça te donne une impression globale quand même de ce qu'est la production en général de toute façon, et puis évidemment de ce que sera le résultat final. À partir de là, enfin, tout est gangréné de toute façon. Donc,
Et après, là, du coup, ça nous permet d'amorcer un peu ce chapitre qui est un peu fondamental par rapport à vous, votre position dans les différentes structures dans lesquelles vous êtes, sur la différence entre des associations de production associatives, donc que vous pouvez gérer, toi avec Equinox, et puis le collectif Rapace. Et toi, Étienne, du coup, toi, t'étais passé avec Eczéma, ton premier film, dans vraiment une autoproduction, où finalement, on pouvait dire une sorte de gestes de cinéma très peu filtrés quelque part. Ouais, voilà, filtrés pour le coup, j'avais une liberté totale sur Eczéma. par des contraintes financières, par des contraintes humaines avec la petite équipe qu'on avait, et d'être passé juste après à une production non pas d'envergure, une petite société de production locale, mais tout de suite professionnelle. C'est tout de suite un court-métrage d'un film de 20 minutes, ça coûte 100 000 €. Et moi, je sais qu'en tant que spectateur, entre les deux films, j'ai vraiment ressenti ça de plein fouet. Autant Eczéma était brinque-ballant, maladroit, mais je trouvais qu'il arrivait à cerner une sorte d'émotion que tu avais voulu mettre dans ton film. Et autant Drumming Bones, je voyais au préalable l'émotion que tu voulais cerner. Les en intentions. tout cas, l'intention et ce que tu voulais vraiment capter cinématographiquement. Autant je voyais un truc extrêmement professionnel, extrêmement mis en scène, extrêmement propre, extrêmement pro, et où justement qui faisait une sorte de développement de thèse, où je ne voyais que l'intention et non pas le film qui pouvait la véhiculer. Je vais me continuer là-dessus, c'est que... Allez-y, vas-y, Jean. Je vous écoute depuis des années, donc du coup je connais très bien vos goûts, et quand j'ai vu le film que tu avais fait, la sensation que j'ai eue, c'est que tu as fait l'inverse de ce que tu aimais. C'est-à-dire que je continue. Non, mais vas-y, c'est le moment, vas-y. Tu me dis, hein. Vas-y, je suis ouais. là. Et tu peux y aller, j'encaisse. Vous aimez énormément un cinéma on va dire une apparence de lâcher prise qui repose sur énormément de travail, comme on l'a vu avec Stéphane ou Lumet ou ce genre de choses. Et quand on arrive sur ton film, c'était comme si je me retrouvais face à Haneke, quoi. Tu vois, comme si j'avais affaire à quelqu'un qui aimait Haneke. Tu vois, avec un truc hyper placé, des chants contre chants, des discussions lourdes de sens. Tu vois, rien qui dépasse, faut que tout. Et en fait, après, je cherche pas à défendre ou à excuser ce que j'ai fait. Ça s'est passé dans une situation pas forcément particulière. Je pense que justement c'est quelque chose d'assez commun que j'ai vécu. Moi j'avais un projet à la base qui était entre guillemets un peu vague, c'est ce qu'on m'a dit, mais prometteur. Je suis ravi d'avoir trouvé un producteur qui ait accepté de se lancer dans le projet avec l'idée en effet d'en faire un film professionnel. Tout le monde serait payé, je serais entouré de professionnels, de gens qui ont du métier et puis qui seraient investis, quoi. On a passé beaucoup de temps en fait finalement sur l'écriture, alors que je fournissais un scénario. On a passé énormément de temps sur l'écriture, ou plutôt sur la réécriture. Il fallait absolument que tout soit compréhensible par tout le monde. Et à partir de là, moi, je suis resté évidemment au projet. C'est un truc que je portais depuis super longtemps. J'allais pas comme ça dire non, je veux pas faire comme ça. Non, évidemment, à partir du moment où tu t'es investi pendant 2-3 ans sur un petit machin comme ça, tu dis bah non, mais je vais jusqu'au bout, évidemment, quoi. Mais au fur et à mesure des réécritures, moi, je me rendais bien compte que non pas que ça m'échappait, mais en effet que ça se resserrait, qu'il fallait absolument que mes intentions, que ce que je voulais raconter, ça soit évident, enfin que ça soit clair, en tout cas pas évident mais clair. C'était ça la chose qui revenait tout le temps au fil de l'écriture, et même jusqu'au montage en fait, hein. Ça a duré pendant toute la conception du film. Il faut qu'on comprenne. Il faut absolument qu'on comprenne. Et le problème, c'est qu'il faut absolument que tout le monde comprenne. Tu montres le film à une personne, à 2 personnes. Tu fais lire le scénario à une personne ou à une autre personne. C'est pas la même chose. Moi, je m'en suis rendu compte tout de suite. Mais expliquer ça à des gens qui vont mettre leur bille là-dedans, ou que ce soit la TVRN, n'importe qui, le CNC, les producteurs, les collaborateurs directs du film, hein. Trouver un chef-op, moi ça a été un calvaire. Voilà, parce que aussi peut-être que je leur proposais justement ce projet-là qui était déjà entre guillemets, comme tu l'as dit, moi je comprends tout à fait ce que tu veux dire par Haneke. Et je suis assez d'accord avec toi. Et tu sais peut-être que j'aime pas particulièrement ce réalisateur, justement parce que on sent cette intention par-dessus.
Moi, j'ai par exemple été entouré d'une assistante réalisatrice qui était exceptionnelle, qui juste après, par exemple, a bossé avec Kiyoshi Kurosawa, et qui me disait c'est exceptionnel. Lui, dès qu'il fait un plan, il te dit voilà pourquoi ce plan est filmé comme ça, pourquoi ce personnage est filmé comme ça, pourquoi c'est fait comme ça. Il est capable de tout expliquer, quoi. Et elle me disait putain, c'est exceptionnel. Et moi, en effet, je trouve ça exceptionnel d'être capable, quand tu fais un film comme ceux que fait Kurosawa, d'être capable de tout expliquer, quoi. Moi, j'avais plutôt en tête, en effet, des gens comme par exemple Sota Olumet, qui sont capables de cacher leur mise en scène. En effet, c'est extrêmement précis, mais ta mise en scène, elle est cachée. Je cherchais pas à atteindre, évidemment, à aucun moment ce niveau de maîtrise avec trois personnages. Non, mais évidemment, mais c'est vrai que moi, c'est un peu cette envie que j'avais là, par exemple, d'être capable de faire un truc qui semblerait classique, c'est-à-dire de ne pas montrer ma mise en scène. J'ai pas du tout envie de faire du Gaspard Noé ou des choses de ce genre que j'aime beaucoup, mais c'est pas du tout ce vers quoi je me tendais, mais plutôt de faire un truc qui, sous une forme classique, aurait été capable de représenter des émotions que je voulais montrer, moi, sans dialogue, sans machin, mais via une mise en scène qui, malgré tout, resterait discrète. Et du coup, ça, c'est un projet qui était, je m'en suis rendu compte à la fin du montage, qui était absolument impossible, en fait. De proposer ce genre de projet qui, moi, me paraissait quand même assez cohérent et enfin voilà, j'étais pas en train d'abuser quand même non plus, quoi. Je voulais pas justement faire j'étais pas en train de demander du Coppola et machin et tout. Non, je voulais juste faire un truc qui te propose du cinéma, en fait, mais sans le montrer, sans être en train de... Et en fait, ça a été une vraie, non pas même plus une bataille, parce que je me suis laissé bouffer complètement, en fait, non pas par une personne qui m'aurait dit il faut faire comme ça, machin, mais par une ambiance générale, que ça aille du haut du CNC jusqu'aux techniciens, non pas c'est pas que ce soit le plus bas de l'échelle du cinéma, le technicien, ils ont été, mais en termes de décision, on va dire que le chef électro, enfin l'électro, même pas le chef, il n'est pas force de décision, quoi. Mais je me suis laissé vraiment bouffer par cette ambiance générale de non, ton projet, finalement, peut-être que mon projet était trop vague ou un truc comme ça, donc non, faut en faire juste un truc. Nous, on bosse dans la télévision, ça va passer par la télévision. Il faut quelque chose, finalement, qui rentre dans toutes les petites cases. En effet, comme le disait Antonin tout à l'heure, il faut cocher, même dans le scénario, on a l'impression d'avoir affaire à son petit découpage, et là, il va se passer tel événement après résolution en primaire. C'est un travail de scolaire. On se retrouve avec quelque chose d'extrêmement scolaire, finalement. Et du coup, ça serait peut-être là la particularité aussi des productions professionnelles, en tout cas en France, à travers tous les différents guichets à laquelle doivent s'adresser les producteurs. Je pense que, parce que même s'il y a un producteur qui a en effet l'envie, qui a un projet plus clair ou plus évident, plus costaud, peut-être qu'il y a des producteurs, et je sais qu'il y en a des producteurs qui... Parce que tu as un projet plus clair, peut-être plus évident. Quand tu as un truc radical, c'est plus évident à énoncer. Oui. Voilà, ça va être comme ça, c'est conceptuel. Quelque chose de conceptuel, parce que moi, c'est ce qu'on m'a demandé aussi les premières fois que j'ai fait les scénarios. Avant de trouver un producteur, j'avais appelé d'autres producteurs, et ils m'ont dit non, mais il faut que tu aies un concept. Alors, quand tu as un concept, c'est peut-être plus évident aussi à défendre et à expliquer. Oui, et puis, pitch, paf, tu vas dans le concept, quoi. Concept visuel, de mise en scène, de pitch, de n'importe quoi. Mais tu as un concept quelque part, paf, c'est super, c'est simple, et tu vas dans le concept, et puis tu as un cœur. Voilà. Et moi, c'est ce qui me manquait peut-être, c'était un cœur, un concept, justement. Bah après, je pense que c'est dur. Enfin, moi, je sais pas, parce que je suis pas créateur, mais je pense que des fois, on a j'imagine, quand on est un artiste ou quand on a quelque chose qu'on a envie d'exprimer, que de toute façon, si on a envie d'exprimer, c'est qu'on ne peut pas le formuler, en fait. On ne peut pas le formuler avec des mots. Et si on passe à travers 15 guichets ou 15 interlocuteurs, donc je parle de guichets, donc guichets de production, les chaînes, le CNC, les boîtes de production, et puis 15 autres interlocuteurs qui sont le chef-op ou je sais pas quoi, à qui on doit formuler avec des mots quelque chose, il y a cette sorte d'envie qu'on doit avoir avec le temps de la production, même d'urgence, et puis d'envie. Je pense que ce désir, mais c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, en tout cas dans la bouche de beaucoup d'auteurs dans le cinéma français, qui disent la difficulté dans le cinéma français, c'est aussi que le temps de l'envie d'un film et le temps de son exécution est extrêmement long, parce qu'il y a le temps des commissions, c'est-à-dire que les commissions se réunissent je sais pas combien de fois par an, l'avance sur recette, machin, et que du coup la
plus grande difficulté, c'est de maintenir cette envie. Et je trouve que moi, c'est quelque chose que je ressens fortement dans les films. On se dit, effectivement, on débarque sur un cinéma d'intention, on voit très bien le sujet, c'est un cinéma qui est extrêmement clair, lisible, mais du coup, lisible, c'est de la littérature, c'est plus du cinéma. Et encore. Et encore. Oui, c'est pas parce que tu fais un film sans dialogue que ça reste du cinéma. Hein. Oui, non, mais après, voilà, je m'entends dans le sens où vraiment on voit un programme se dérouler et on comprend absolument tout, et il n'y a plus cette zone de mystère qui fait pour moi ce pourquoi j'aime le cinéma, où te dire, je suis critique parce que je sais que je n'arrive pas à mettre les mots là-dessus. Et c'est pour ça, c'est ça que j'aime, quoi. C'est évidemment ce que j'aurais aimé faire, quoi. Peut-être pas créer un trouble, mais en tout cas, en effet, laisser une place au spectateur, déjà, un minimum. Moi, je suis convaincu que pour revenir vraiment sur le court-métrage, qu'une durée d'un court-métrage, ça peut permettre évidemment de raconter plein de choses. Enfin, en 20 minutes, même 15, même 10, tu peux raconter énormément de choses. C'est Kubrick qui disait que lui était fasciné par la pub, mais moi je pense que parce que les gens étaient capables de raconter autant de choses, et lui il a besoin de 2h30 pour raconter une histoire. Moi je suis convaincu qu'en 20 minutes tu peux raconter une super histoire, parce que justement tu as installé quelque chose et tu peux créer quelque chose, même sans raconter l'histoire, créer un univers, faire ce que tu veux, mais tu as une possibilité, quoi. Aujourd'hui je pense en effet qu'elle est bouffée complètement, parce que oui, c'est passé à la moulinette par tellement de choses. Mais encore une fois, tu vois, je parlais tout à l'heure des films en iPhone. Normalement, tu devrais pas avoir ce truc-là, justement. Tu devrais pouvoir... Moi j'avais beaucoup d'espoir dans... C'est des choses qu'il y avait dans différents festivals de courts-métrages auxquels j'ai pu assister en tant que jury ou spectateur, des festivals de tournée-montée. Voilà, t'as 48 heures pour faire un film. Pour l'écrire, à partir d'un thème, le tourner, le monter, et là, pour le coup, voilà, c'est de l'urgence, quoi. Et j'ai vu des choses beaucoup plus intéressantes que finalement, et parfois aussi bien faites en plus, que dans le festival officiel qui était à côté, en fait. Et je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, parce que comme toi, je participe de moins en moins au festival de court-métrage, finalement. Je vais de moins en moins au cinéma de toute façon. Je regarde les films dans mon lit. Je suis le pire cinéphile du monde aujourd'hui. Mais en même temps, cet espoir n'a pas été non plus extrêmement concluant, alors que pour moi, c'est là qu'il pourrait peut-être y avoir aussi quelque chose. Là, tu l'as, l'urgence. T'as 48 heures, t'as un thème, vas-y, et avec les moyens du bord. Évidemment, on a toujours cette contrainte-là, mais ça, c'est pour n'importe qui, cette contrainte. Et il y a plein de gens qui ont été capables de faire des grands films sous la contrainte l'histoire budgétaire, du cinéma, de toute façon, évidemment. Et court-métrage ou long-métrage, c'est le même souci. De toute façon, il n'y a absolument aucune différence, et je pense que de toute façon, on conclura l'émission après là-dessus sur un extrait de Labarthe qui parle de ça, mais effectivement, de toute façon, entre un court-métrage, la durée n'a absolument aucune importance. Finalement, il y a autant de différence entre un film de 3h30, genre Laurence d'Arabie, et un film de 1h30 classique, en termes horaires. Il y a la même différence entre ça, un film classique, et un court-métrage en termes de minutage strict. Moi, je voulais revenir un peu donc sur vous. En tout cas, vous êtes plutôt militant justement de cette idée-là de revenir. Je pense, vous allez me dire si je me trompe, mais sur revenir à une envie et d'une exécution assez rapide, et ce que permet un peu le fonctionnement associatif, l'autoproduction, la pauvreté aussi, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que on a forcément un temps de gestation qui est beaucoup moins long, et avec les qualités de ses défauts. C'est-à-dire que la plupart du temps, effectivement, on a des choses qui sont moins bien écrites, ou écrites de façon moins classique, voire pas écrites sur le moment du tournage. Et que, pour parler juste de la boutique Equinox, qui n'est pas une boutique d'ailleurs, mais c'est qu'un film, on le monte en un an, quoi. C'est-à-dire le temps de réunir un peu de l'argent, le temps de réunir l'équipe et les décors, et le film est terminé en 2 ans, on va dire, entre l'écriture et la post-production. Tandis qu'un film court, monté de façon très classique, le temps d'obtenir les sous, là ça dure rien que 2 ans, et le temps de trouver ensuite la bonne saison, les bons décors, d'avoir toutes les subventions qui tombent pas tout le temps, et là il peut se passer 3-4 ans. Et de mon point de vue, là ça devient complètement ridicule et complètement paradoxal par rapport à ce qui devrait être encore, de mon point de vue, le court-métrage, à savoir avant tout, plutôt que quelque chose de très bien écrit, être avant tout un élan. Un geste, Ouais. Je
je ne comprends pas cette habitude qu'ont eu les gens à concevoir le court-métrage de cette façon-là. Si je la comprends, mais elle est de cette façon très rationnelle, c'est un point de vue économique pour payer les techniciens. Et en fait, ce truc-là a clairement mis à mal la création. En même temps, on peut pas non plus reprocher le fait de vouloir payer des techniciens, quoi. Je comprends tout à fait ça, on est dans un cercle vicieux. Ça fait 10 ans que je travaille grosso modo avec les mêmes personnes et j'attends qu'une chose, c'est de leur envoyer le ballon, qu'ils puissent enfin être payés, quoi. C'est évidemment. Mais là, on était dans le même problème qu'avaient soulevé des Godard et Truffaut et les Chabrol de l'époque de la Nouvelle Vague, quoi. Justement, c'est ce temps qui faisait qu'on était dans un cinéma de studio à cette époque-là, où vraiment les choses étaient plutôt lourdes, où les scénaristes étaient un peu tout-puissants, où c'était bichonné, les réalisateurs ne pouvaient pas accomplir une sorte de geste de cinéma. Enfin, en tout cas, c'est ce qui avait été vraiment remis en cause par les gens de la Nouvelle Vague. Et la solution qu'ils ont voulu véhiculer, en tout cas d'un point de vue théorique, et que finalement assez peu ont mis en branle, mais c'était justement cette chose-là de partir de trouver des producteurs assez fous ou d'avoir un héritage dans le cas de Chabrol pour partir avec un scénario à peine fait, avec des gens qu'on payait et qu'on tournait en un mois un film et qu'il fallait que se ressente cette urgence-là. Mais c'est quelque chose qui a été fait, il y a eu des Rosiers qui ont fait des films un peu comme ça aussi sur cette époque-là, mais après qui s'est radicalement changé industriellement en fait, quoi, où le système vraiment très de caste qui était dans le cinéma français avant d'être réalisateur, il fallait être premier assistant, enfin second assistant, premier assistant, et on arrivait à cette sorte de qualité française très vilipendée, mais qui était presque quelque chose de très proche de ce qu'on peut aimer parfois dans le cinéma américain, quelque part. Au moins des produits bien faits et extrêmement bien faits. Maintenant, on est arrivé dans un système qui valorise l'auteur dans son désir, mais qui peut-être lui donne pas les moyens de... Mais parce que c'est associé, parce que je te laisse après, Léo, il en parlait, mais c'est associé à deux problèmes. Il y a ce problème-là que tu viens de soulever, évidemment, mais il y a aussi le souci évident, en France en tout cas aujourd'hui, de plus avoir forcément l'envie de faire du cinéma, mais l'envie d'avoir un travail. Oui. Mais ça, c'était déjà le cas, parce que c'est à ça d'ailleurs où je voulais en venir, c'est que c'était Godard ou Truffaut qui disaient ça, les professionnels de la profession. Où les gens ils veulent pas faire du cinéma, ils veulent travailler dans le cinéma. Je sais plus ce que c'était sa phrase exacte, mais il avait le sens de la formule beaucoup plus prononcé que le mien. Mais oui, ça disait très bien cette idée que et moi c'est quelque chose que je ressens très fortement dans les festivals de court métrage où on se dit il y a l'effet passeport. On voit un film, on dit regardez, vous voyez mon champ contre champ il est nickel, la règle de 180 degrés. Regardez, elle est super bien respectée et tout. Je peux avoir le droit d'accéder au niveau supérieur pour affronter le boss de fin de niveau d'après, quoi. Mais c'est vraiment cette chose-là qu'on ressent très fortement dans le court-métrage, d'avoir du film curriculum vitae, quoi. Vraiment, je peux le faire. Ah oui, clairement. Mais il y a énormément de réalisateurs maintenant qui ont 20 ans et qui parlent de carrière. Hein. Ouais. Mais vraiment beaucoup. C'est très difficile d'aller en festival et de rester longtemps, pour ma part, avec ces gens-là, quoi. C'est comme être en backstage avec des musiciens que tu kiffes pas, quoi. C'est la même. Hein. Ouais. C'est la même. Et pour revenir, moi, c'est une histoire de... cette histoire d'apprentissage et de passer d'un poste à un autre pour accéder à la mise en scène. Et ben moi, c'est quelque chose, quelque part, que je respecte et dont je vois les fruits, quand même. En ce sens que je vois pas comment est-ce qu'un jeune auteur qui n'a jamais fait de film en équipe, que ce soit en autoproduction, qui n'a jamais mis les pieds sur un tournage, c'est ça. Je vois pas comment est-ce qu'il peut pas se faire bouffer. Juste en ayant vu des films, juste en étant cinéphile. Ça suffit pas. Non. Ça suffit clairement pas. Non. Et c'est là où, pour moi, l'autoproduction est clairement une possibilité d'alternative, de faire toutes les conneries un peu égocentriques. Et ben c'est à ce moment-là qu'il faut en faire un max. Ouais, c'est ça. Tu te libères et t'apprends en même temps. Tu vois les soucis. Ouais, voilà, c'est ça. Tu tentes un max, mais rien que pour tenter un max, il faut déjà avoir vu aussi un max quelque part pour pouvoir dire ah oui, ceci est possible, donc du coup je vais tenter, puis du coup tu foires et tu sauras mieux que tu fais, etc.
Et là, peut-être que tu arrives un peu plus armé, quoi. Mais quand même, cette façon d'aller voir d'autres plateaux, de voir d'autres façons de travailler, c'est quand même hyper formateur, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'on reste sur cette idée de la nouvelle vague, de l'auteur, et puis de se libérer de ce champ-là, qui a été, je pense, un peu mal interprété aussi. Alors, je connais pas les intentions exactes de la nouvelle vague, profonde, au-delà des textes, je veux dire. Mais eux, ils revenaient aussi beaucoup sur une économie, sur une façon de repousser finalement des jeunes auteurs qui avaient une envie, un vrai désir, alors qu'on était dans une sorte de système de caste un peu faisandé. Et aujourd'hui, on est resté plutôt sur une théorie, comme quoi, en effet, il faudrait venir avec son propre projet, le porter à bout de bras, tout faire tout seul, limite à tenir la caméra et la perche en même temps. Enfin voilà, c'est la caméra stylo, et puis et c'est tout. Mais on oublie, en effet, comme tu le dis, c'est quand même un métier, en fait. Enfin, tu débarques pas sur un tournage sans savoir justement comment déjà gérer une équipe, parler aux gens, transmettre tes envies, ce qui est pas évident, en fait. Et puis même techniquement, c'est un vrai métier, en fait. Tu peux pas tout faire, en fait. Et je suis d'accord avec toi pour dire qu'il y a un moment où ça peut être quand même pas mal que les gens, s'ils veulent vraiment faire du cinéma, qu'ils mettent les mains dans le cambouis, en fait. Et je vois pas, surtout en Bretagne d'ailleurs, je vois pas ce qui empêche les gens de s'essayer à l'autoproduction et d'en faire. C'est ça. Et quand je dis surtout en Bretagne, c'est parce que depuis 3 ans maintenant, il y a une subvention qui a été créée pour les associations audiovisuelles. À partir du moment où vous êtes une association audiovisuelle, vous pouvez y prétendre et vous pouvez obtenir jusqu'à 5 000 balles par an. 5 000 balles, ça vous permet de faire 3 films en autoproduction au minimum, quoi. Et du coup, il y a plus aucune excuse et on peut largement se passer de faire une école de cinéma pour apprendre à faire un appareil photo, une perche et basta, quoi. Si en plus ça vous permet de vous mettre dans un dispositif un peu professionnel entre guillemets, avec une équipe, des chefs de poste, etc. Enfin, il y a aucune excuse pour ne pas apprendre, quoi. Et ce qui est incroyable justement, c'est comment est-ce que on continue de produire de très jeunes auteurs qui de toute façon vont se faire bouffer parce qu'ils n'auront pas une expérience de plateau, quoi. Ça m'estomaque un peu, ouais. Dans le court-métrage, tu veux dire, hein. Dans le court-métrage, dans le court-métrage. Oui, le long, je suis bien pire que vous, j'y vais vraiment plus du tout au cinéma, quoi. Mais est-ce qu'aujourd'hui encore on peut faire un premier long métrage en France sans avoir fait un premier court métrage, sauf si on est présentatrice météo à Canal+. Alors il y a ça, mais il y a les fils d'eux, hein. Il y en a les fils d'eux ou les femmes d'eux ou les maris d'eux. Voilà, mais des gens qui laissent faire leurs films par les techniciens, du coup, énormément. Ouais, mais ça là on parle des fils d'eux, en général c'est dans un cinéma relativement majoritaire, quoi, même milieu de gamme, quoi. Mais des premiers films français, premiers longs métrages, il y en a des caisses et des caisses. Probablement. Sans court-métrage, je veux dire. Non, justement, c'est ça. C'est-à-dire que le court-métrage reste malgré tout aujourd'hui un petit peu, comme tu disais tout à l'heure, une pièce du CV. Bien sûr, ouais, je pense que de toute façon, la plupart de toute façon sont passés par là. Oui. Fait pour ça, ou peut-être pas fait pour ça, fait par un réel désir, qui a été détruit ou pas. En tout cas, les premiers films en France, les premiers longs métrages, c'est connu pour être le pays où on en produit le plus, quoi. Où c'est le cap du second film qui est le plus difficile à passer. Moi, j'en vois quand même plus en travaillant au cinéma Arvor. Je peux en voir, j'ai accès à un maximum, donc je vais les voir. Des fois je leur donne 30 minutes ou 15 minutes, ou des fois je vois tout, mais en général je suis pas convaincu. Et là, une chose qui m'a frappé ces dernières années, c'est que souvent, en fait, je vois qu'il y a eu des premiers films qui ont fait pas mal parler d'eux, hein, qui sont les Petits Paysans, Grave, ceux que je citais tout à l'heure, qui sont des films issus de gens d'école de cinéma, qui moi me convainquent pas du tout. Il y a beaucoup d'autres films, hein, de gens qui sortent de la Fémis et compagnie, les Samuel Collardet, qui pareil, c'est du produit, je trouve que c'est du produit de consommation courant, du cinéma d'auteur, d'art et essai, quoi. C'est ni bon ni con, voilà, ça se regarde, c'est très bien. Mais là où je trouve qu'il peut se passer, où je trouve que au niveau de l'histoire de l'art, il y a un truc qui peut être assez intéressant, c'est que les gens, à la limite, qui me paraissent un peu intéressants, ne viennent pas du tout du cinéma. Et je pense qu'il y a quelque chose, il y a une sorte de métamorphose qui est en train de se faire en ce moment. C'est que je pense à des gens comme
Cogitor, Clément Cogitor, c'est Clément, Jean-Charles Hue, même Bertrand Mandico. J'ai plein de réserves sur leurs films à chacun. Mais en tout cas, mais ils existent. Ils existent et ils portent en eux quelque chose d'assez particulier. Et c'est 3 types qui viennent d'écoles d'art, en fait, qui sont ce qu'on appelle des artistes dans le milieu de l'art contemporain. C'est toujours un truc, un terme qui a perduré, ce truc-là. Ouais, on est un artiste quand on fait de la peinture, quand on fait du graphisme ou je sais pas quoi, et puis quand on fait du cinéma, on devient un cinéaste. Mais eux, en tout cas, ils viennent peut-être des Gobelins, peut-être de Lefrénois, enfin pas des Gobelins, mais de Lefrénois, du Frénois. Et c'est des gens qui, d'un coup, en tout cas pour Jean-Charles Hue, dont j'aime beaucoup le cinéma, viennent de là, viennent de ce truc-là, et dont on sent, quand je vois les films de Jean-Charles Hue, qui sont absolument dépourvus des trucs que je trouve absolument horribles de ces gens qui viennent du sérail du cinéma et dont on sent qu'ils ont été éduqués dans une industrie bien particulière et qui les a formatés d'une certaine manière. Et c'est aussi, ça pourrait être mis en relation au fait que voilà, dans les galeries d'art, par exemple, il y a beaucoup de films aussi. Et je pense à la dernière fois, la Biennale d'art contemporain, il y avait le film de, je sais plus comment il s'appelle, parce que je connais pas du tout ce milieu-là. Un film en tout cas que moi je qualifierais un film d'horreur de Pierre Huyghe, je crois, ou quelque chose comme ça, mais là c'est sûrement un nom très connu pour tous les aficionados. Mais moi je le maîtrise pas du tout. Mais quand j'avais vu ce film là, je me suis dit mais ouais, mais en termes de cinéma là il y a quelque chose. Le film est chiant parce que c'est vraiment un truc d'installation, mais par contre il y a un truc de mise en scène, il y a une idée qui est vraiment bien, qui serait hyper efficace dans un terme de film d'horreur et hyper forte thématiquement si elle n'était pas étirée pour devenir une sorte d'installation, quoi. Et je réouvre une parenthèse, vous m'interrompez si vous voulez, mais après moi je me dis toujours qu'est-ce qui peut faire qu'un jeune aujourd'hui qui ait un tempérament artistique, si ça existe, d'avoir un tempérament artistique, est-ce qu'il aurait envie de l'exprimer, ce tempérament artistique, dans le cinéma ? Oui, je crois que ça existe et qu'il y en a beaucoup, et qu'en fait, c'est étrange de dire ça, mais ceux qui l'ont, quelque part, n'ont pas ou ont une ambition autre que celle d'aller dans des festivals dits de catégorie 1 ou d'aller à Cannes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a de mon point de vue, je trouve qu'il y a une perte assez incroyable de rêverie, de tapis rouge, de paillettes, ce genre de choses, quoi. Et de gens qui ont avant tout envie de... c'est ridicule, c'est très grégaire ce que je raconte, mais juste de prendre du plaisir en équipe, de se prendre un temps et de faire un film et de travailler ensemble. De cette simple ambition-là, j'ai l'impression que en tout cas dans le cadre de court-métrage de ce que j'ai vu, c'est là où il y a les meilleures choses, quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est aussi un cinéma qui, à mon sens, agit en réaction à un autre. Et ce qui peut être problématique, c'est que cette réaction tourne un peu en boucle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on nous bassine tellement avec ce qui est le cinéma avec un grand C, qu'à un moment donné, on n'a plus tellement de temps de penser à ce que nous aimons vraiment. Et qu'on passe notre temps à travailler contre quelque chose, quoi. Voilà. Bon, ça c'est l'écueil, mais c'est au moins bien de cerner un ennemi, si je puis dire, et de moins avoir un but, quoi. Après on verra ce que ça donne. Bon, je pense que c'est très bien pour terminer cette émission. Je vais te laisser évidemment, Antonin, clôturer tout ça. Ben, je peux clore, mais en tout cas, on peut revenir un peu sur le festival du film de l'Ouest. Je ne sais pas si vous, depuis 10 ans, parce que là vous fêtez les 10 ans, tout à fait. Évidemment, forcément, le festival prenant de l'importance, vous avez accès à un panel un peu plus grand. Mais est-ce que vous voyez quand même des tendances est-ce que vous pouvez déceler des tendances dans la production Là, tu as un petit peu évoqué ça dans ce que tu disais en termes de production et puis d'aventure humaine, et qui rejoint encore ce truc. Voilà, là, un film et un documentaire sur son tournage. Je pense que ça correspond un peu à ça. Oui, je peux penser à ça. Mais est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui naît de cette envie, justement? Est-ce que vous retrouvez de cette envie de faire du cinéma, en fait, dans les films que vous recevez, justement, et que vous proposez même Oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous sélectionnez. De toute façon, c'est. Oui, sinon on aurait arrêté. À un moment donné, faut se poser les bonnes questions aussi. Mais si, bien sûr,
ce désir de cinéma, on le retrouve. On a parlé un peu de l'autoproduction, la production associative, mais effectivement, moi je me suis rendu très vite compte que il y avait des choses. Bon, il y a des choses intéressantes quand même dans le cinéma fait par des professionnels de cinéma professionnel. Faut pas non plus cracher dessus. Il y a quand même de très belles choses qui sont faites. En Bretagne, on n'en a pas parlé, mais Stank par exemple, oui. Ouais. Mais on retrouve justement cette un peu spontanéité dans la création, l'acte de création au final, qu'on retrouve beaucoup dans l'autoproduction, la production associative, qui me fait dire que finalement je crois plus dans cette manière de faire que dans l'autre, que dans le cinéma professionnel. Et dans ce que tu disais, Étienne, tout à l'heure, par rapport à ce que tu as vécu sur ton film, moi j'ai l'impression d'entendre plus j'ai l'impression que c'est un film de producteur en fait que vous avez fait. C'est pas je sais pas, moi je reste responsable, c'est-à-dire qu'on m'a laissé des choix constamment sur ce que je devais faire, hein, donc en même temps j'ai l'impression que s'il y a une personne à blâmer ça reste moi, mais comme je disais tout à l'heure, je me suis laissé bouffer par ce qui m'entourait, mais pas par des producteurs. Mon producteur a été à l'écoute, il a porté le projet, il a mouillé machin, mais et je fais une petite parenthèse dans ton développement, c'est qu'en Bretagne il y a une particularité, c'est que l'économie c'est beaucoup basée sur le documentaire. Et notamment sur un type de documentaire qui est le documentaire engagé, dont Vautier grosso modo serait l'arbre fruitier, c'est ça. Et en fait je ne suis pas tout à fait persuadé que la plupart des faiseurs de films en Bretagne aiment réellement la fiction. Je pense que le premier désir de film de la plupart des producteurs historiques en Bretagne, c'est de faire du documentaire et du documentaire à propos. Et du coup ça donne une teinte quand même aux films de fiction. Je pense que ça peut être une particularité régionale. Et il y a le film d'animation aussi quand même qui est assez important en Bretagne, il y a quand même de très belles choses qui sont faites. Mais c'est vrai que le documentaire, en matière de documentaire, d'animation, là on a quand même des choses très intéressantes, mais c'est vrai que la fiction, là c'est plus compliqué, quoi. C'est plus complexe. Mais bon, on lutte, hein, et on se dit un jour, on aura des films. Non, mais faut être là pour continuer à voir. Après, voilà, en tout cas, c'est ce que disait Léo tout à l'heure. C'est vrai que nous, on prend les films en tant que film. C'est-à-dire qu'on s'en fout de savoir s'il a été fait avec 2 euros, 100 000 euros, plein de professionnels ou pas du tout des professionnels. On prend le film en tant que tel. Et déjà, si on fait ce travail-là, au moins on ouvre tous les champs et au moins, nous, on voit énormément de choses et un spectre très large de ce qui se fait sur le territoire. Et de là, émerge quand même pas mal de choses. Et nous, on jette plutôt ce que retiendraient des festivals, et c'est le constat qu'on fait, certains festivals qui vont prendre des choses des films que nous, on prendrait pas, et on essaye d'aller vers des choses, effectivement, où on sent quand même un désir de cinéma, une certaine exigence dans le projet, dans la forme, et déjà, au moins, si on continue ce travail-là, et si... Bon, voilà, moi, je parle au nom des programmateurs, mais si les programmateurs font ce travail-là aussi, oui, peut-être qu'un jour émergera un nouveau cinéma. On attend que ça, de toute façon, sinon autant s'arrêter tout de suite, quoi. C'est très drôle d'ailleurs que dans la bouche que ce soit des vieux professionnels ou de la région, que le terme émergence soit en fait devenu un synonyme de continuité. Ah oui, c'est un très joli retournement de sens d'un mot. Non mais c'est énorme. Mais après je pense que tu as aussi le truc du public où, et ça c'est pareil, c'est assez commun pour les festivals de court-métrage que pour des salles d'art essai, c'est que en fait on a le public a tendance à aimer ce qu'il comprend, en fait, ce qu'il connaît déjà, en fait, parce que c'est le truc où il peut formuler un avis. Mais nous on est très étonnés parce qu'on a l'expérience sur le festival de gens qui sont plutôt des on va dire, même pas des cinéphiles, mais des spectateurs, on dirait un peu lambda, sans dire ça de manière péjorative, mais qui se retrouvent parfois un peu, et nous on traîne quand même un peu des gens, on essaie d'aller tirer des gens qui sont confrontés à des films qu'ils n'ont jamais vus, même le court-métrage, ils ne savent même pas ce que c'est, quoi. Et en fait, ils ressortent, il y en a beaucoup qui ressortent très étonnés de ce qu'ils peuvent découvrir, de ce qu'ils peuvent voir, et ça crée presque un désir d'en découvrir encore plus. Donc moi je pense qu'il ne faut pas prendre le public pour des abrutis, en gros on leur resserre un Big Mac et puis voilà. Non, ils ont quand même le désir de voir, et ils peuvent être surpris, et surtout qu'en festival c'est quand même le moment où il y a une plus-value en festival. C'est de rencontrer des équipes, des réalisateurs, il y a une ambiance, il y a une convivialité. Nous c'est ce qu'on essaie de mettre en place. On n'est pas un festival sur 35 cinémas à la fois. On reste à échelle un peu quand même humaine, sur surtout un seul lieu, ce qui permet de créer des rencontres et puis de cultiver ce désir, en fait, mais de toutes parts,
pour le public, le producteur d'une certaine manière aussi, les réalisateurs, les techniciens, et il y a beaucoup de choses qui se créent aussi sur un festival. Donc non, en tout cas, moi je vois beaucoup de gens qui découvrent le court-métrage, qui voient quand même des choses assez exigeantes où on se dit jamais ils iraient voir ce genre de choses, ou alors tout de suite ils vont détester, et en fait pas du tout. Donc le public n'est pas imbécile, mais faut avoir une exigence aussi dans la manière de programmer, de sélectionner les films, et si on maintient cette exigence-là, au final on voit que le public n'en sort pas abruti, au contraire, on sort plutôt grandi et a envie justement d'aller voir des choses peut-être qu'il n'irait pas voir habituellement. Donc nous, on fait quand même ce constat-là. Et on le fait aussi pour ça. Et c'est pour ça qu'on continue à le faire, d'ailleurs. Je suis très content que tu aies dit ça. C'est ce que je voulais dire, mais très maladroitement. Mais en fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est vrai que le festival reste le lieu où, de toute façon, les gens peuvent venir automatiquement. Tout à fait. Et venir voir des choses sans avoir une idée préconçue sur ce qu'ils vont voir, justement. Parce que c'est peut-être nous ce qu'on va reprocher, sans doute, justement, à des films. Non pas que le public est idiot, mais en tout cas qu'il aura peut-être une idée préconçue de ce qu'il va aller voir, en fait, avant d'aller voir. Le festival permet justement de découvrir des choses avec un regard un peu neuf, je pense, et puis justement de pouvoir le bouffer si ça, justement, si ça a un impact. Voilà. C'est à toi, Antonin. En fait, tu reprends le rôle du présentateur. Absolument pas. À partir de 1, 2, 3, c'est bon, c'est à toi. Merci à tous. Merci, Antonin, d'avoir participé très activement à cette émission cette semaine. Ça me fait chaud au cœur et je pense qu'on recommencera. Tu fais très bien tes introductions. Bon, la conclusion de l'émission, c'est à revoir, mais c'est pas mal quand même. Mais merci. C'est un coup d'essai. Merci, Léo. Merci, Antoine, d'avoir participé à cette émission. À bientôt. Nous rappelons que le festival donc de Béton a lieu. Alors j'ai plus les dates en tête, j'allais te dire. Alors du jeudi 13 au dimanche 16 juin à Béton, au cinéma Le Triskel, en très très grande partie. Voilà, donc évidemment nous vous invitons à y aller en nombre. Vous pouvez retrouver cette émission bien évidemment sur le site de Canal B en podcast, ainsi que sur la chaîne YouTube du Cinéma est mort, créée par Antonin, qui est actif dans l'ombre de cette émission en général. Faut pas non plus. Et puis on va se quitter avec un extrait choisi justement par Antonin, un extrait de donc un certain André Labarthe. Oui, André Labarthe, de cinéaste de notre temps, mais qui sera un jeune qui monte. Un jeune qui monte, carrément. Ouais, je pense que l'on entendra parler de lui. Qui a envie de cinéma. Et en tout cas, je pense que ces propos ont pas mal de résonance avec tout ce qu'on a raconté jusqu'ici. Merci à vous deux. Merci encore une fois de nous inviter. Merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Des bisous. Parce que c'est quelque chose quand même qui est assez énigmatique et dont tout le monde parle. Pourquoi vous êtes un des rares à ne pas avoir fait de long métrage en tous les cas. Et on peut se poser des questions. Ouais, je n'ai pas fait de long métrage, mais enfin j'ai quand même fait des films longs. et ce qu'on appelle long métrage, c'est une espèce de stéréotype du cinéma, c'est-à-dire un film de fiction d'1h30 ou 2 heures. Qui raconte une histoire, etc. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, parce que la narration m'emmerde. Raconter une histoire qui préexiste au film, ça, j'ai pas envie. J'ai pas envie de raconter... D'écrire un scénario. Autant l'emporte le vent. D'écrire un scénario. Vous n'avez pas envie d'écrire un scénario. Oui, oui. Parce que le scénario, j'ai envie de l'écrire avec une caméra. J'ai pas envie de l'écrire avant de commencer le film. Bon, et est-ce que j'aime pas au cinéma? C'est toujours comme ça maintenant. Lorsque je vais voir un film, j'ai toujours l'impression de voir derrière le film le scénario qui a préexisté au film. On considère que l'histoire du cinéma, c'est pas seulement l'histoire des gens qui ont fait 10, 15, 20 5, ou 50 films de fiction, de narration, etc. Qu'il y a bien d'autres choses. L'histoire du cinéma, c'est aussi... Dans l'underground américain, moi, ce que j'ai toujours fait, je suis passé de modules de films qui pouvaient durer 1 minute à des choses qui pouvaient durer 2 heures. Et c'est ça que j'aime, cette mobilité. Or, dans l'histoire du cinéma classique, par exemple, quelqu'un qui fait un court-métrage, un film de 10 minutes, c'est en général un débutant. Et ensuite, il y a une progression. Le type, il va passer au long métrage, il reviendra jamais au court métrage. On voit jamais Capra, on voit jamais pour n'importe qui, tout à coup faire un court métrage. Parce que c'est
le court-métrage est considéré comme une espèce de stade, alors que je comprends pas pourquoi. Donc je veux pouvoir, moi, passer de l'un à l'autre, faire des allers-retours comme ça. Ensuite, les mêmes allers-retours entre la fiction et le documentaire, et ne pas être contraint aussi à dire, à répondre à la question, est-ce que c'est de la fiction ou du documentaire? Parce que cette question, je la comprends de moins en moins. Enfin, dans mon cas.